Bonjour à tous, nous allons commencer avec un nouveau format de vidéo, cette séquence 7, qui est une séquence sur le thème des fonctions. Dans cette séquence, nous allons travailler autour de l'étude des fonctions. Donc on a déjà vu, on a déjà rencontré pas mal de problèmes qui se modélisent par des fonctions. Les fonctions, c'est quelque chose que vous avez rencontré en classe de 3e au collège. Vous avez travaillé sur qu'est-ce que c'est qu'une fonction, la définition d'une fonction, et uniquement sur les fonctions affines et linéaires. L'année dernière, en seconde, vous avez rencontré de nouvelles fonctions qu'on a appelées les fonctions de référence, qui sont de mémoire la fonction carré, la fonction racine carrée et la fonction inverse, en plus du travail qui a pu être fait aussi autour des fonctions affines. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait sur ces fonctions? On a étudié leur courbe, à quoi elles ressemblaient, leurs signes et leur sens de variation. Alors, étudier, c'est un bien grand mot. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a représentés graphiquement et qu'on a fait de la lecture graphique. Et ça fait un moment que j'insiste là-dessus. Lorsqu'on fait de la lecture graphique, en fait, on est en train de faire uniquement des conjectures. L'objectif cette année, c'est de pouvoir étudier tout un tas d'autres fonctions. On a par exemple des problèmes qui sont des problèmes de commerçants, qui ont des coûts de fabrication et qui étudient le bénéfice. Et bien, que ce soit le coût de fabrication d'objets ou que ce soit le bénéfice généré par la fabrication et la vente d'objets, ce sont des fonctions pour lesquelles on a besoin de savoir où se trouve par exemple un minimum, puisqu'on veut minimiser les coûts, et on aimerait savoir par exemple combien d'objets fabriquer et vendre pour obtenir un bénéfice maximum. Donc on a besoin par exemple de savoir où se trouvent les extrémas ou les extrémums d'une fonction, le minimum, le maximum. Pour cela, on doit en faire une étude du sens de variation. On va découvrir donc cette année, alors en plusieurs fois, là la séquence 7 c'est juste un début, on va découvrir un outil puissant qui est la notion de fonction dérivée qui va nous permettre d'étudier le sens de variation de n'importe quelle fonction à partir du moment où on sera capable de calculer sa fonction dérivée. Alors la fonction dérivée, elle ne sert pas qu'à ça, et nous on va commencer avec l'activité aujourd'hui à travailler sur un problème un petit peu plus, un problème de physique, qui est la notion de vitesse. En fait, on va se rendre compte que quand on a une fonction qui nous donne la distance parcourue en fonction du temps, eh bien si l'on sait calculer la dérivée de cette fonction-là, eh bien cette fonction dérivée va nous donner la vitesse à laquelle on a parcouru tout cela. Donc on va commencer avec la séquence 7 que je vous demande d'attraper maintenant, c'est ce document-là. Ce que je vais vous demander de faire au fur et à mesure de cette vidéo, c'est de mettre cette vidéo en pause pour chercher les différentes parties avant de regarder la correction. Alors voilà la problématique, cette activité s'appelle excès de vitesse avec un point d'interrogation, on voudrait savoir ou pas s'il y a excès de vitesse. Donc on part pour un long trajet de 539 km, la vitesse maximale autorisée sur notre parcours est 110 km/h, et on a la courbe ici qui représente la distance parcourue d de t en fonction du temps, donc la distance en km et le temps en heure. Les gendarmes nous ont arrêtés à la fin de notre trajet, nous ont accusés d'avoir fait un excès de vitesse. Impossible, avons-nous répondu. L'objectif, c'est de savoir qui a raison. Alors, première partie, c'est notre point de vue. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, de chercher les différentes questions de cette première partie et ensuite de la remettre en route pour la correction. On va corriger cette première partie. Donc, première question, calculer une valeur approchée de la vitesse moyenne sur l'intégralité du parcours au kilomètre-heure près. Donc, on a parcouru 539 km en 7 heures. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, la vitesse moyenne était de 539 sur 7, 77 km/h. Ce simple calcul permet-il d'affirmer qu'aucun excès de vitesse n'a été commis pendant le trajet? Bien sûr que non. Ce calcul-là ne suffit pas pour affirmer qu'aucun excès de vitesse n'a été commis, c'est une moyenne de la vitesse. Ça veut dire qu'on a pu rouler moins vite à un moment donné et bien sûr plus vite à un moment donné. En tout cas, ça ne nous permet pas d'affirmer qu'à aucun moment on a roulé à plus de 110 km/h. Vous savez bien, pour probablement avoir fait des trajets en voiture, que quand on traverse des villages, on est parfois limité à 30 ou à 50 km/h. Et donc il y a d'autres moments où on peut rouler bien plus vite que 77 km/h. Troisième question, par simple observation de la courbe, à quel moment au cours du trajet peut-on soupçonner un excès de vitesse? Alors si je regarde la courbe, on voit qu'en fait la distance parcourue, c'est pas linéaire. Hein. Ici, j'ai pas une fonction linéaire, c'est pas représenté par une droite. Ça veut dire que là, la distance parcourue, elle monte tout doucement. Ça veut dire qu'a priori, je ne roulais pas très vite. Et plus l'augmentation est rapide, plus ça veut dire qu'on roulait vite. Donc le moment où on a l'impression où on roulait le plus vite, ça serait cette partie-là, entre 2,5, 4,5, autour de 3,5, autour de 4 heures parcourues, puisqu'on regarde sur l'axe des abscisses. Donc ce serait dans cette période-là, entre 3 et 4 heures, où on a l'impression, autour de 4 heures, qu'on a roulé le plus vite. Donc éventuellement, si on a fait un excès de vitesse, ça serait quelque part par là.
Donc j'ai mis, nous pouvons soupçonner un excès de vitesse quand le nombre de kilomètres parcourus augmente le plus vite. Sur la courbe, cela correspond au moment où la pente de la courbe est la plus importante. On peut penser que ça se situe autour de 4 heures. Donc partie B, le point de vue des gendarmes. Dans cette partie, on s'intéresse à l'instant t égale 3,5 et on considère A le point de la courbe d'abscisse 3,5, soit M le point de la courbe d'abscisse 0 que représente le coefficient directeur de la droite à M. Donc même principe, vous mettez en pause, vous cherchez toute la partie B et ensuite vous remettez en route pour la correction. Alors on corrige cette partie B. Donc, le coefficient directeur de la droite AM, un coefficient directeur de droite AM, ça se calcule en faisant la variation des ordonnées sur variation des abscisses, qui s'écrit ici ym moins YA sur xm moins XA, avec XA, YA, XM, YM, les coordonnées respectivement des points A et M. YM, c'est l'image de 0 par la fonction D, son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est D de 0. Le point A, c'est le point d'abscisse 3,5, donc son abscisse c'est 3,5 et son ordonnée c'est D de 3,5. Donc ici, D de 0, c'est 0. Il me reste donc moins D de 3,5 sur 3,5, c'est-à-dire D de 3,5 sur 3,5, les signes moins se simplifient. Et c'est la vitesse moyenne de notre parcours entre le départ, 0 heure, et 3,5 heures. La distance divisée par le temps, c'est donc la vitesse moyenne entre 0 et 3h30. Deuxième question. Même question si le point M a pour abscisse 3 maintenant. En gros, on est en train de rapprocher le point M du point A. Donc si xm égale 3, le coefficient directeur de m, c'est la vitesse moyenne entre 3 heures et 3h30. Et même chose, si xm égale 3,3 heures, le coefficient directeur de am, c'est la vitesse moyenne entre 3h18 et 3h30. Alors d'où sort ce 3h18 3,3 heures, je vous ai juste rappelé ici comment on fait pour calculer en heures minutes. 3,3 heures, c'est 3 heures plus 0,3 heures. 1 heure, c'est 60 minutes, donc ça fait 0,3 fois 60 minutes, c'est-à-dire 18. 3 heures, 18 minutes. Troisième question, lorsque le point M se rapproche du point A, que se passe-t-il pour la droite AM? Eh bien, lorsque M se rapproche de A, la droite AM se rapproche d'une droite qu'on va appeler sa position limite, qui est une droite qui passe par A et qui est très très proche de la courbe, à tel point que si on zoome autour du point A, on va avoir du mal à faire la différence entre cette droite et cette courbe. Je vais vous montrer ça sur un fichier GeoGebra, donc je vais vous ouvrir ça. Et ce que ça donne avec ce fichier GeoGebra. Donc vous avez ici la courbe de la fonction telle qu'elle apparaît sur votre activité. Et vous avez ici le point A de coordonnées 3,5 et puis l'image de 3,5. Le point M ici, c'est pour l'instant le point d'abscisse 0 comme au début de la question. Donc vous avez la droite AM qui est dessinée et ce qu'on va pouvoir observer, c'est que lorsque je vais rapprocher le point M du point A, la droite va en quelque sorte se rapprocher de plus en plus de la courbe. Je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on y voit clair. Vous voyez que j'ai du mal au fur et à mesure à distinguer la courbe de la droite autour du point A ici, et plus je me rapproche, plus l'effet est frappant. Donc lorsque M et A sont confondus, la droite AM atteint ce qu'on appelle une position limite, et cette droite-là qui est tracée maintenant, c'est ce qu'on va appeler la tangente à la courbe au point A. C'est la droite la plus proche possible de la courbe de la fonction autour du point A, sur une petite zone autour du point A. Autrement dit, la droite représente une fonction affine et cette fonction affine va être la meilleure approximation affine possible pour cette droite autour de ce point-là. On va revenir à notre exercice. Expliquer le point de vue des gendarmes. Alors, lorsque l'on regarde le coefficient directeur de la droite AM, qui représente la vitesse moyenne entre xm et 3h30, et que l'on rapproche le point M du point A, ce coefficient directeur se rapproche de ce qu'on appelle la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est celle que vous avez sur le compteur de votre voiture ou de votre moto ou de votre mobilette. C'est la vitesse à l'instant T, la vitesse instantanée. Donc, quand on rapproche M du point A, le coefficient directeur se rapproche de cette vitesse instantanée à 3h30. Et si je retourne sur le fichier GeoGebra, on peut voir ici le coefficient directeur, il est de 113,75, bien au-dessus des 110 km/h où on était limité. Donc les gendarmes ont sans doute raison. Alors partissez vers une démonstration, même chose, je vous laisse mettre la vidéo en pause, cherchez les différentes questions de cette partie C et puis vous la remettez en route pour la correction. Alors on y va, partie C. Donc dans cette partie, on admet que la fonction d a pour expression d de t égale moins 3t au cube plus 32d au carré, et t est entre 0 et 7, puisque le parcours a duré 7 heures. Donc c'est une fonction de polynôme, mais vous voyez que c'est une fonction de polynôme de degré 3.
Calculer la vitesse moyenne en km/h du véhicule entre T1 égale 3,5 et T2 égale 4. Donc il faut faire d de T2 moins d de T1 sur T2 moins T1, c'est-à-dire d de 4 moins d de 3,5 sur 4 moins 3,5. Donc là, on remplace pour faire les calculs. Attention, si vous le faites d'un seul coup comme moi, il faut mettre des parenthèses parce qu'on a un signe moins ici. Et on trouve 113,25 km/h. Donc là, déjà, si on regarde la vitesse moyenne entre 3h30 et 4h de parcours, on est au-delà des 110 km/h limités. Deuxième question, on souhaite écrire un algorithme permettant de calculer la vitesse moyenne du véhicule entre les instants T1 égale 3,5, T2 égale 3,5 plus H, où H est un réel strictement positif donné par l'utilisateur. Donc vous aviez à compléter l'algorithme qui est écrit sous Python, qui était donné ici. Donc vous aviez la fonction vitesse moyenne avec comme paramètre H, où on définissait D1, donc c'était l'image de 3,5 par la fonction H. Donc pour D2, il fallait mettre l'image de 3,5 plus H par la fonction D, pas par la fonction H, par la fonction D. Donc ce qui me donnait ça ici. On remplaçait 3,5 par 3,5 plus H au cube, donc c'est étoile étoile hein, pour faire la puissance. Je vous ai juste mis ici à côté la vitesse, c'était donc D2 moins D1 sur 3,5 plus H moins 3,5, donc c'était sur H. D'où ce que j'ai mis pour la vitesse ici, D2 moins D1 entre parenthèses divisé par H. Et retourne V, on renvoie la vitesse à la fin du programme. Question 3, on applique cet algorithme pour différentes valeurs de H. Complétez le tableau suivant. Alors, si vous n'avez pas pu travailler sous Python, je vous donne là les résultats. Lorsqu'on fait travailler ce script sous Python, voilà les résultats que l'on obtient. J'ai pris des valeurs approchées à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit que plus on prend une valeur de H très petite, donc très proche de 0, plus la vitesse moyenne tend vers une valeur qui serait 113,75, ce qui serait la vitesse instantanée à 3,5 heures, donc à 3h30 de parcours. Donc il semble que V se rapproche de 113,75 km/h et pas km comme j'ai écrit là, quand H se rapproche de 0. Donc un logiciel de calcul formel, je vous en montrerai quelques-uns à utiliser, c'est assez sympathique, nous permet d'obtenir l'expression de D donc de la vitesse moyenne entre 3,5 et 3,5 plus H en fonction de H directement. Donc, que représente cette quantité dans le contexte de l'exercice et conclure? Donc, cette quantité, c'est la vitesse moyenne entre 3,5 heures et 3,5 plus H heures. Et conclure, quand H se rapproche de 0, bien nous, on a trouvé que cette vitesse V se rapproche de la vitesse instantanée à 3,5 heures, c'est-à-dire 3h30, qui vaut 113,75 km/h. Donc pour conclure, les gendarmes avaient raison. Forcément, à un moment donné, on avait dépassé la vitesse limite. Si vous le désirez, j'ai ici le fichier GeoGebra avec les quelques explications pour le faire tourner. Je vous le mets en pièce jointe dans Pronote. Vous pouvez essayer de le faire tourner et le tester. Sinon, vous pourrez faire ça au lycée, au CDI la semaine prochaine.